Donc, comme vous venez de le comprendre, je suis game designer. En français, on dit concepteur de jeux vidéo. Les deux réponses que j'ai le plus souvent en fait, les deux réactions que j'ai le plus souvent quand je dis ce que je fais, c'est assez génial, tu dois jouer aux jeux vidéo toute la journée. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et la deuxième, c'est souvent, mais t'es quoi, t'es une sorte de scénariste pour le jeu vidéo? C'est pas tout à fait ça. Je pense qu'une bonne façon de présenter ce que je fais, c'est de dire que je définis ce qui est possible pour le joueur et ce qui n'est pas possible pour lui. Je détermine une sorte de champ de possibilités pour lui. Et forcément, quand on veut concevoir un jeu, on veut qu'il ait un succès. Et pour qu'il ait le plus de succès possible, il faut comprendre les motivations des joueurs. C'est vraiment une dimension qui est très importante. Et au final, je m'interroge, moi, sur les différences qu'il peut y avoir dans les jeux que j'ai pu jouer étant enfant et les jeux auxquels peut jouer mon fils aujourd'hui. Parce que ce ne serait pas un vrai talk si on ne parlait pas de ses enfants. Et au final, on regarde les jeux auxquels je jouais étant enfant, c'était les jeux qui étaient apparus sur la première console Nintendo. Le premier jeu, vraiment très important pour moi, c'est Mario Bros. Et c'est un jeu dans lequel il y a un objectif très précis, sauver la princesse. Et pour ça, il y a une méthode unique, c'est aller de la gauche de l'écran vers la droite de l'écran, en sautant par-dessus des obstacles, en sautant par-dessus des précipices, en écrasant aussi des adversaires. En fait, c'est un jeu qui est assez linéaire, on pourrait dire, dans le sens où il y a un seul objectif, et il y a une seule véritable façon de le résoudre, c'est en passant les challenges qui sont proposés aux joueurs. Ça va faire appel à sa dextérité, ça va faire appel à ses réflexes. Les jeux auxquels joue mon fils, son jeu favori, c'est Minecraft. Alors, c'est un jeu peut-être que vous connaissez, et c'est un jeu dans lequel on est plongé dans un univers composé de cubes. Et ces cubes, il passe son temps à les détruire pour récupérer des ressources, que ce soit du bois, de la pierre, de la terre. Et il construit des nouvelles choses avec. Il peut se construire des outils, il peut se construire des objets, mais il peut aussi fabriquer des maisons, des bâtiments, des ponts, des châteaux. C'est un jeu qui fait vraiment énormément appel à sa créativité. Les jeux auxquels je joue aujourd'hui sont des jeux quand même qui sont hérités de l'époque où en fait qui étaient vraiment basés sur les jeux d'action comme Mario. C'est des jeux en fait qu'on appelle à monde ouvert, des jeux comme Assassin's Creed qu'on fait à Ubisoft dans la société où je travaille, ou comme Grand Theft Auto, des jeux en fait dans lesquels il y a des véritables challenges, mais on est passé en fait à une ouverture avec la 3D à 360 degrés. On n'est pas sur un seul plan. On a la possibilité de naviguer où on veut, et on a des objectifs un peu partout dans le monde, et on choisit dans quel ordre on va faire ces objectifs, et souvent la façon dont on va résoudre ces objectifs. Donc il y a déjà une évolution en matière de liberté. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que mon fils aussi joue à Mario. Mais il joue à un nouveau Mario qui est sorti en fait cette année, pour les 30 ans du personnage de Mario Bros, qui s'appelle Mario Maker. Et c'est un jeu où, au lieu de jouer directement et d'aller sauver la princesse lui-même, il va créer les niveaux de Mario. Il devient en fait concepteur. Ce sont des outils qui lui permettent de placer les blocs, de placer les ennemis. Et on voit la différence qu'il y a pu y avoir en 25 ans, la différence chez un enfant de 7 ans qui va jouer, en fait, comme dans mon cas, en fait, au jeu, et pour mon fils qui, lui, va créer véritablement ces niveaux. Donc on s'interroge, quelle différence en fait ça peut apporter, ces activités dans lesquelles on passe autant de temps étant enfant, dans les générations à venir. Le temps qu'ils y passent, c'est cette créativité qui est mise en avant. Quelle est cette motivation profonde chez ces joueurs? Le modèle motivationnel qui nous intéresse et qui correspond le mieux à ça, c'est celui de la théorie de l'autodétermination, qui est un modèle qui a été développé par Ryan et Deci dans les années 70, qui identifie 3 grands axes motivationnels. Le premier, c'est celui de la maîtrise. Et c'est intéressant de voir à quel point il était présent dans le jeu vidéo depuis toujours. La maîtrise, c'est le fait de se sentir bien dans une activité où on progresse, où on se sent en fait compétent. Et le jeu vidéo, c'est exactement ça. C'est depuis toujours, en fait, on s'améliore dans un jeu. Le deuxième, c'est celui de la relation. Et le fait d'être en contact avec les autres, de pouvoir être utile aux autres, que les autres soient utiles à nous. Et le jeu, en fait, à travers les jeux en ligne,
avec leur apparition en fait, il y a quelques années, et aujourd'hui ça a véritablement explosé, en fait, représentent véritablement cette dimension-là. Mais c'est la troisième dimension qui est encore plus présente que jamais, qui nous intéresse, c'est celle de l'autonomie. Parce qu'on voit que l'autonomie, dans la théorie de la motivation, c'est quelque chose qui nous permet en fait de fixer nous-mêmes les objectifs et la façon dont on va résoudre ces objectifs. Et dans des jeux comme Minecraft, il n'y a pas véritablement de but à proprement parler. C'est le joueur qui se fixe ses objectifs et qui va être encore plus inventif pour pouvoir les résoudre. Donc on peut s'interroger, des joueurs qui sont aussi libres, qu'est-ce que ça va donner demain? Est-ce qu'il y a uniquement dans le jeu vidéo qu'on trouve ça? Mais non, en fait, on voit que le champ des possibles, c'est quelque chose qu'on élargit à tous les niveaux. C'est quelque chose qui est vrai dans d'autres sources de loisirs. La façon dont je regardais la télévision, moi, étant enfant, je choisissais la chaîne et j'avais le programme qui correspondait à l'horaire donné. Mon fils, lui, regarde YouTube et il va choisir le programme qu'il veut. Ou alors il a même accès à Netflix, où il y a énormément de choix, le champ des possibles est énorme pour lui. On voit aussi, même pour les autres générations aujourd'hui, l'accès à la connaissance est vraiment facilité avec des modèles comme Wikipédia, où on peut aller accéder à la connaissance très facilement en suivant des liens hypertextes. Si on veut rencontrer l'âme sœur, il y a plein de possibilités. Et si on regarde Tinder aujourd'hui, qu'est-ce que c'est d'autre que d'ouvrir le champ des possibles pour chacun d'entre nous? Mais on le voit aussi dans d'autres domaines comme l'éducation. Dans l'éducation, on cherche de plus en plus à développer des situations où l'élève peut être acteur de sa connaissance et va aller vers différentes activités, comme dans les classes Montessori. Et on peut le voir aussi même en management. En management aussi, on passe de plus en plus des modèles patriarcaux et dirigistes vers des modèles qui sont plus d'ordre démocratique. Donc on voit en fait c'est quelque chose qui se retrouve un peu partout. Et vraiment la question qu'on peut se poser, c'est les générations qui sont élevées dans ce contexte-là, qui sont élevées en jouant à Minecraft plutôt qu'en jouant à Mario Bros, qu'est-ce que ça va donner demain? Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer? On sait aussi que cette quantité de choix, ça peut générer de l'angoisse. Il y a même quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans les jeux. Si jamais, en fait, les jeux que je conçois proposent trop de choix, des fois, ça peut être angoissant. Il y a même un phénomène qu'on appelle l'analysis paralysis. Quand il y a trop d'options, que les options ne sont pas suffisamment distinctes, ça peut être bloquant aussi pour l'action. Et c'est là que vraiment, mon métier, en tant que game designer, c'est de prévoir ce champ des possibles. Et les joueurs d'aujourd'hui demandent à avoir un champ des possibles encore plus large, mais tout de même avec des contraintes, avec des choix intéressants qui leur sont proposés. Et c'est d'ailleurs en fait une situation classique chez nous, les game designers, qui vient du concepteur de Civilization, qui s'appelle Sid Meier, qui dit qu'un bon jeu, c'est une série de choix intéressants. Et nous, et vous, si vous êtes amenés à proposer des produits, si vous êtes amenés à proposer des services, si vous êtes amenés à encadrer les gens, qu'est-ce que vous allez proposer pour des gens qui ont été élevés avec Minecraft, qui ont été habitués à avoir une tellement grande liberté, à avoir une plus grande autonomie? Eh bien, peut-être qu'à vous d'être à votre tour game designer, c'est-à-dire à penser à la motivation de vos collaborateurs, de vos clients, de vos élèves, et à proposer en fait des espaces de liberté en développant leur champ des possibles, plutôt qu'avec un modèle plus dirigiste où on va les diriger vers une seule offre. Et toute cette autonomie, c'est quelque chose dans lequel il faut aller puiser pour pouvoir les proposer des offres qui vont correspondre encore mieux aux générations de demain. Merci.